Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodja, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames. Même quand c'est mort, ça pisse toujours. Il n'y a même plus besoin de me présenter, vous connaissez ça par cœur. Voilà, aujourd'hui on va parler du visa. J'ai beaucoup hésité entre faire cette vidéo là et faire une vidéo sur comment contester un refus de la part de Campus France. Et j'ai jugé utile de faire cette vidéo là aujourd'hui. Parce que oui, moi quand je faisais la procédure, il n'y avait personne pour me dire ça. Voilà, et quand on ne s'y prend pas vite, à la fin on est bloqué. Parce que plein parmi vous pensent que s'il y a l'admission, vous serez forcément en France. Ce qui n'est pas le cas. Vous pouvez avoir 7 acceptations sur 7, mais la France, ça peut être encore loin de vos yeux. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du visa. La prochaine vidéo, je vais montrer un peu comment contester un refus de la part de Campus France à travers un recours gracieux. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je fais pas mal de vidéos qui pourront vous aider à faire votre procédure tout seul, voilà, sans passer par une agence pour les plus autonomes. Donc faites un tour sur ma chaîne et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. De toute façon, je fais les vidéos là gratuitement, donc c'est comme vous pouvez me soutenir. Voilà, et puis laissez-moi un pouce vers le haut sur cette vidéo là. On s'attrape après le générique. Merci. De retour. Bien, je le répète, hein, quand nous on faisait la procédure là, il n'y avait pas quelqu'un pour nous dire ça. Donc ceux qui sont là, il y a un gars encore une fois qui m'écrit en commentaire que ouais, il dit, est écrit, tu réponds pas, que ton malin est trop dé, Si vous ne savez pas que ça là c'est de l'aide là, laissez. Parce que je ne sais pas pourquoi vous pensez que tout vous est dû. C'est-à-dire que pour rien comme ça, on doit tout faire pour vous. Quand nous on faisait procédure avant 2019 là, avant 2019, ceux qui ont fait la procédure, ils savent. YouTubeurs qui expliquent comment, là, il n'y avait pas. Quand tu cherchais sur Internet, c'était des YouTubeurs arabes. Toutes les vidéos qu'ils faisaient là, c'était en arabe. Il y avait des YouTubeurs sénégalais aussi. Et eux, quand ils faisaient leurs vidéos, c'était en Wolof. Jusqu'à ce que moi, un Ivoirien, j'arrive pour vous expliquer les trucs en terre à terre pour que ce soit compréhensible. Et à partir de là, l'année qui a suivi, vous avez vu maintenant, ça a inspiré plein de personnes. Maintenant, il y a des YouTubeurs qui naissent un peu partout. Voilà. Mais voilà, c'est ça quoi. Hein? Donc, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Cette vidéo-là, ça va être beaucoup plus pour cette vidéo-là, pour cette partie, parce que je vais faire ça en deux parties. Ça va être beaucoup plus pour des définitions. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que si je rentre directement dans le vif du sujet, sans donner les thèmes techniques, vous n'allez rien comprendre. Ça, c'est sûr. Donc, je disais, si vous avez une acceptation, même si vous avez cette acceptation, la France, c'est pas gagné pour vous. Voilà, parce que au niveau de l'ambassade, vous allez devoir prouver deux choses. Vous allez prouver premièrement que vous avez un endroit où vivre et deuxièmement que vous avez assez de moyens pour pouvoir vivre en France sans recourir aux aides publiques. Voilà. Pour la partie prouver que vous avez un endroit où vivre, je l'ai dit dans une autre vidéo de l'année dernière, il y a deux façons de prouver ça. Soit par un contrat de bail. Le contrat de bail, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lorsque tu loues un logement. Lorsque tu loues un logement, le propriétaire va faire un contrat qui vous lie vous deux, qui montre que le logement, en effet, il te l'a cédé pour une durée bien déterminée. Après ça, à côté du contrat de bail, il y a ceux qui ont, par exemple, quelqu'un pour les loger ici. Eux, par contre, ils vont faire ce qu'on appelle une attestation d'hébergement. Ceux qui auront une attestation d'hébergement sont en griffe un peu sauvés. C'est-à-dire ceux qui ont déjà des parents ici pour les loger sont en griffe un peu sauvés. Parce que dans la procédure du visa, ce qui est le plus compliqué, c'est de trouver un logement. Ceux qui sont déjà passés par ça, qui ont déjà fait Campus France mais qui ont eu un refus de visa, ils le savent. Le plus dur, c'est de trouver un logement. Déjà que pour là où vous êtes, ici vous allez trouver les logements chers. Parce qu'en moyenne, quand tu n'es pas à Paris, c'est aux alentours de 300 €. Et quand tu es à Paris, c'est la cata. C'est aux alentours de 500, 600 €. Et ça encore, si tu es hors Crous, que tu es chez particulier, que tu dois payer les factures, bref, vous allez voir tout ça. Voilà. Donc, pour pouvoir louer un logement ici, pour ceux qui n'ont personne, ne vous découragez pas. Parce que moi, quand je venais ici, j'ai loué un logement alors que je n'avais personne.
Voilà, donc ne vous découragez pas, mais je tiens à vous dire directement que ce n'est pas chose facile. C'est pour ça, pour ceux qui ont une acceptation, qui ont déjà une acceptation, je vous conseille de ne pas valider l'admission. Voilà. Moi, par exemple, comment je faisais ma procédure, j'ai reçu ma première acceptation, j'ai commencé à chercher un logement dans la ville où j'ai été accepté. Après, j'ai reçu une deuxième acceptation, j'ai cherché des logements dans toutes les villes où j'ai été accepté parce que ce n'était pas évident à trouver. J'ai cherché dans toutes les villes et la ville où j'ai trouvé le logement en premier, c'est cette ville-là que j'ai validé. Donc, n'allez pas valider une ville parce que vous avez vos amis là-bas qui peut-être ne respectent pas les conditions pour pouvoir vous héberger. Je vais arriver sur ces conditions-là dans pas longtemps. Et puis vous allez valider la ville et après vous voyez que le logement c'est trop cher pour vous ou que vous n'arrivez pas à trouver de logement. Si vous avez plusieurs acceptations, ne validez pas votre acceptation tout de suite. Cherchez dans toutes les villes où vous êtes accepté avant de valider votre choix. Ça, c'était pour ceux qui ont des contrats de bail. Je ne veux pas avoir de questions en commentaire du genre, mais dis-moi, je n'ai personne là-bas, je fais comment? Je l'ai déjà dit. Moi, quand je venais, j'avais personne. Mon logement là, j'ai cherché. Hein? Voilà. Ce qui fait que c'est difficile pour pouvoir trouver un logement en France, pouvoir louer un logement. Ils vont vous demander ce qu'on appelle un garant de logement. À ne pas confondre avec un garant financier. Je vais vous expliquer d'ici la fin de la vidéo, vous allez comprendre. Je vous l'ai dit, cette vidéo-là, c'est plus les définitions. Donc, on va s'attarder sur les petits thèmes techniques-là avant de rentrer en profondeur d'une prochaine vidéo. Hein? Donc, soyez patients. Pour pouvoir trouver un logement, pour pouvoir louer un logement chez particulier, on va vous demander un garant en France. Voilà, c'est-à-dire il doit résider obligatoirement ici. C'est ce qui fait la difficulté. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents qui sont en France, qui peuvent fournir leurs papiers. Et même encore, quand tu as des parents en France, souvent ils ne respectent même pas les conditions pour le logement que tu veux louer. Un garant pour hébergement qui doit être en France obligatoirement, c'est quoi? Le garant, c'est ce qu'on appelle la garantie. Je vais prendre d'abord un exemple terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Je ne sais pas, je vais dire que quelqu'un, vous avez demandé un crédit par exemple, un prêt de 100 000 francs à quelqu'un qui n'est pas sûr que vous allez pouvoir rembourser les 100 000 là. Il n'est pas sûr. Donc, en échange de vous donner les 100 000, il vous dit, ok, je vais vous donner les 100 000 là. Mais en échange, je veux que tu me donnes quelque chose de chez toi que je pourrais vendre ou bien que je pourrais liquider au cas où toi tu refuses de me rembourser pour pouvoir retirer mon argent. Donc, par exemple, si vous avez une voiture, vous allez mettre votre voiture comme garantie. Vous allez mettre votre voiture en garant pour qu'il vous prête ces 100 000. C'est en fait, la voiture représente pour lui la conviction en fait qu'il aura son argent si vous ne voulez pas rembourser. Je vais arriver maintenant dans un thème plus humain. On va laisser les voitures. Le garant représente pour vous la voiture, si vous voulez. En fait, le garant, c'est celui qui apporte la certitude au propriétaire que l'étudiant qui est dans la maison, là, s'il ne peut pas payer, la personne qui s'est portée garant pour lui pourra payer le loyer à sa place. Donc, en quelque sorte, c'est ce que je disais, le garant du logement, c'est la voiture que vous confiez au propriétaire. Voilà, si vous ne payez pas, il sait à qui s'adresser pour pouvoir avoir son argent. Et si la personne ne veut pas payer, la personne sera poursuivie en justice. Et puis voilà, c'est pour ça que c'est important que le garant soit en France. Parce que si le garant est ailleurs, que vous ne payez pas le logement, on ne peut pas le poursuivre en justice. Voilà, parce que s'il est ailleurs, on ne peut pas le poursuivre. Alors que s'il est en France et que c'est lui qui s'est porté garant, qui ne veut pas payer à votre place, là par contre, il sera poursuivi en justice. Donc c'est pour ça que le garant est obligatoire. Parce que ça donne la conviction au propriétaire que même si vous, l'étudiant, vous ne pouvez pas payer, il y a quelqu'un qui pourra payer pour vous. Parce que lui, il travaille, on a vu ses fiches de paie et tout, et tout, et tout. Il a signé un papier pour dire que oui, il se porte garant pour vous et qu'il assume les pleines responsabilités au cas où vous ne payez pas. Voilà. Et si lui, il refuse de payer après, il sera poursuivi en justice. Mais une chose est sûre, l'argent du propriétaire, ça ne va pas rester comme ça. Donc, c'est ce qui fait que c'est très, très difficile pour pouvoir avoir un logement en France quand on veut louer et qu'on n'a pas de parents ici. C'est pour ça que je dis ne validez pas l'admission directement. Parce que même ceux qui ont des parents ici, là, souvent pour avoir même le logement encore, c'est compliqué. Hein? Voilà. Je ne vais pas trop parler, comme je vais faire une autre vidéo, mais déjà, comprenez bien un peu l'esprit du garant du logement. Ça n'a rien à voir avec le garant financier. Comprenez ça. Hein? Voilà.
Après, pour ceux qui ont les attestations d'hébergement, c'est pas aussi gagné d'avance parce que premièrement, la personne qui vous héberge doit prouver qu'elle paye ses impôts. Elle doit avoir un titre de séjour ou bien, ouais, c'est ça, c'est un titre de séjour qui est valide au moins sur la durée de votre étude ou bien de votre séjour chez la personne. Donc, si vous comptez rester chez la personne pendant 1 an, la personne doit avoir un titre de séjour qui dure au moins 1 an. Voilà. Sinon, si vous partez avec ça au consulat, vous voulez faire 1 an chez lui, alors que la personne, son titre de séjour expire dans 3 mois, vous aurez un visa refusé pour motif 5. Donc, j'espère que vous comprenez. Et puis après aussi, il y a les dimensions de la maison de la personne chez qui vous allez habiter qui rentrent en ligne de compte. Ici, là, quand on dit une maison fait 9 mètres carrés, ça accueille une personne. Un 18 mètres carrés, ça accueille 2 personnes. Donc, à chaque fois, vous commencez à partir de 9 mètres carrés. Vous voyez que c'est une personne. Vous ajoutez un 9 mètres carrés dessus encore. Vous voyez que ça peut accueillir 2 personnes. Quand vous avez pour 2 personnes, vous faites plus 9 mètres carrés encore. Vous allez voir, ça peut accueillir 3 personnes. Donc, si celui qui veut vous héberger est dans un logement, par exemple, de 18 mètres carrés et qu'ils sont déjà 3 dedans, bien qu'ils sont 2, vous voyez qu'il a dit 9 mètres carrés, c'est une personne. Quand tu fais plus 9 mètres carrés encore dessus, ça fait 18 mètres carrés pour pouvoir accueillir 2 personnes. Chaque personne doit avoir son espace de 9 mètres carrés au moins. Donc, s'ils sont déjà 2 dans un logement de 18 mètres carrés et que toi, tu viens être la 3e personne, tu n'as pas ton espace de 9 mètres carrés. Donc, le visa te sera refusé. Donc, il y a plein de trucs à prendre en compte. Au moment venu, je vais faire une comparaison entre le contrat de bail et l'attestation d'hébergement pour voir qu'est-ce qui a le plus de chances de passer au visa. Ne vous en faites pas pour ça. C'est bon pour les histoires d'hébergement. Il y a aussi le Crous, c'est-à-dire un peu comme les cités universitaires. Là. Mais ça, ne comptez pas dessus. Je vous le dis direct. Parce que depuis l'année dernière, c'est devenu super compliqué. Donc ça, c'était pour le volet hébergement qu'il faut prouver. Je vous l'ai dit, il y a un côté hébergement à prouver et une partie financière pour prouver que vous avez de quoi vivre si vous arrivez en France. Donc maintenant, on va attaquer le volet financier. C'est parti. Pour parler maintenant de la partie financement. Bien, dans la partie financement, le consulat demande à ce que vous, en tant qu'étudiant étranger, à votre arrivée en France, vous puissiez recevoir au minimum, c'est-à-dire au moins 615 € de la part de votre parent, de votre oncle, bref, de celui qui va se présenter au consulat pour dire que lui, il est votre garant financier. C'est pour ça que je disais au début, ne confondez pas garant financier et puis garant d'hébergement. Le garant financier, lui, il est plus dans le financement, c'est-à-dire c'est lui qui va enlever l'argent par exemple pour pouvoir payer vos études. C'est lui qui va vous envoyer par exemple l'argent chaque fin du mois, ce genre de trucs-là. Ça, c'est le garant financier. Le garant financier et le garant d'hébergement, ça peut être la même personne, à condition que cette personne-là vive en France. Voilà. Sinon, si cette personne ne vit pas en France, lorsque vous allez chercher un logement, vous aurez forcément besoin d'un garant de logement qui habite ici. Voilà. Et d'un garant financier qui est peut-être votre père, mais qui n'est pas en France. Je ne sais pas si vous comprenez. Et lorsque vous allez faire la demande de visa, le garant de logement, le consulat s'en fout un peu de ses papiers. Voilà. Le garant du logement, c'est seulement le propriétaire de maison. Parce que je vous l'ai dit, c'est la voiture que vous confiez au propriétaire. Donc ça s'arrête au propriétaire là-bas. Le garant de logement, on n'a plus besoin de lui quand vous partez déposer votre truc pour le visa. Parce que si vous avez le logement, vous allez avoir soit votre contrat de bail, soit votre attestation d'hébergement. Dans tous les cas, si vous n'avez pas votre garant en France, le contrat de bail, vous n'allez pas l'avoir. Donc quand le consulat voit un contrat de bail, il sait que déjà, vous avez déjà fourni les preuves d'un garant d'hébergement au propriétaire. Donc eux, ils n'ont plus besoin de voir les papiers du garant d'hébergement. Sauf si ce garant d'hébergement est aussi votre garant financier. Là, par contre, ils auront besoin de ça. Mais comme je l'ai dit, le garant d'hébergement et le garant financier peuvent être la même personne si cette personne-là vit en France et qu'elle a assez de moyens. Sinon, ça va être 2 personnes différentes. Voilà. Pour revenir au financement, je disais, le consulat demande à ce que vous puissiez recevoir 615 € par mois. Ce qui fait environ 402 000 francs. Donc, si vous devez recevoir 402 000 francs et que vous avez un papa qui touche 200 000, vous voyez qu'il ne peut pas vous envoyer 402 000 francs. Ce n'est pas cohérent. Hein? Voilà, donc commencez à chercher les oncles qui touchent assez d'argent, qui touchent au moins même le triple de ce qu'ils doivent vous envoyer. Ça va vous faire peur, mais restez, hein? Vous allez comprendre dans la prochaine vidéo. Là, c'est seulement les explications
les définitions, mais après, on va voir un peu comment gérer tout ça de façon pratique. Hein? Voilà. On doit vous envoyer 402 000. Normalement, donc la personne doit toucher, non, celui qui va être votre garant financier, qui doit vous envoyer les 402 000, doit toucher plus de 402 000 francs par mois. C'est logique, c'est-à-dire, il doit vous envoyer 402 000, mais il doit avoir aussi de l'argent pour pouvoir vivre et nourrir sa famille. Donc, plus de 402 000. Donc, vous-même, vous faites votre calcul en fonction de ce qu'il doit vous envoyer dans son salaire. Là. Si ce qui lui reste lui permet de vivre, c'est nickel, ça passe. Voilà. Mais comme ce n'est pas tout le monde qui qui a la chance d'avoir des parents qui ont de l'argent, il existe une autre option. C'est-à-dire que vous allez vous porter garant pour vous-même. Et quand je dis vous allez vous porter garant pour vous-même, c'est-à-dire que vous allez ouvrir un compte à votre nom. Voilà. Et vous allez mettre dessus 7 380 euros. Ça fait 4 300 000. Mais arrondissez ça à 5 millions. Ça, ce cas-là, c'est beaucoup plus pratique pour ceux dont les parents, par exemple, n'ont pas de revenus fixes. Pour ceux dont les parents n'ont pas assez de moyens. C'est vrai qu'ils n'ont pas assez de moyens, mais si vous vous démerdez entre vous, les oncles, les tantes et tout ça là, ils cotisent, que vous prenez tout ça, vous mettez ça sur un compte qui porte ton nom, vous voyez que ça c'est fait quoi, c'est justifié que les 5 millions sont là, c'est justifié, on s'en fout un peu d'où ça vient, même si le consulat vous demande ça vient de vos parents, ou bien de votre tante, de votre oncle, vous mettez ça dans une lettre pour expliquer, mais au moins les 5 millions sont là, peu importe la manière dont vous allez avoir, ça doit être légal s'il vous plaît. Voilà, mais si vos parents n'ont pas assez de moyens, le mieux pour vous, là, c'est de faire un compte où vous mettez 5 millions dessus. Vous voyez les oncles, ils s'entendent bien et tout. Ils mettent l'argent sur votre compte. Quand vous avez le visa, ils retirent leur argent. C'est terminé. Donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas vous embrouiller avec trop d'informations. Je vais m'arrêter là. Ça, c'était la définition. La prochaine fois, on va rentrer dans un cadre un peu plus pratique. Après la vidéo sur les recours gracieux, bien sûr. Donc, si cette vidéo-là vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce vers le haut. Partagez ça dans tous vos groupes Campus France là. Voilà, et puis dites que c'est le meilleur YouTuber qui a parlé. On est ensemble.